Sans surprise, la nouvelle éveille la convoitise de toutes les nations européennes qui peuvent et qui veulent surtout toucher une partie de ce merveilleux butin. Alors il y en a qui veulent mais qui peuvent pas, il y en a qui peuvent et qui veulent. Le problème c'est qu'en 1494, seulement 2 ans après la découverte de l'Amérique par les Portugais, le pape Alexandre VI impose aux Européens le traité de Tordesillas qui partage le Nouveau Monde entre deux superpuissances, l'Espagne et le Portugal. Il va évidemment sans dire que ça fait beaucoup de jaloux. Dès lors, les corsaires et les corso-pirates français envahissent tout simplement les eaux des Caraïbes, prenant en embuscade les navires espagnols et portugais sur leur chemin de retour vers l'Europe. La toute première attaque est orchestrée par Jean Fleury, qui capture au large des Açores un bateau transportant une partie du trésor des Aztèques. Et derrière lui, finançant entièrement l'expédition, on trouve le roi de France, François Ier. Au même moment et au même endroit, une nouvelle classe de prédateurs des mers se développe dans les Caraïbes, les flibustiers. Ah, c'est nouveau. Ces marins généralement d'origine française, anglaise ou hollandaise cherchent généralement à échapper à la justice de leur pays d'origine qui les poursuit pour leurs activités criminelles. Et appâtés par le gain, ils se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique à piller les navires espagnols qui transportent les richesses du Nouveau Monde. Et c'est comme ça que là-bas, dans les Caraïbes, débute ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie. Les pirates sur place, bien sûr, ne sont pas constamment à bord de leurs navires, bien sûr. Des bases sont construites un peu partout en Amérique, servant de lieu de repli, de ravitaillement et de protection pour les bateaux. Le fief pirate par excellence, c'est Nassau, situé sur les îles qui surplombent Cuba, à l'entrée du golfe du Mexique. Là-bas, sous le soleil des tropiques, une végétation abondante offre un petit coin de paradis reculé aux pirates d'Amérique. Même si leur quartier général est plutôt abrité des regards indiscrets, les bandits auraient aussi, paraît-il, fait volontairement échouer un navire sur l'île pour la protéger en cas de besoin. Le bateau garderait ainsi l'entrée de Nassau, ses canons pointés vers l'horizon prêts à servir. Un peu plus au sud, c'est la Jamaïque. Se trouve Kingston, l'ancienne capitale pirate britannique qui, à cette époque, s'appelle encore Port-Royal. Les Anglais vont acquérir la ville en la prenant aux Espagnols qui tentent ensuite à maintes reprises de la reprendre. Mais les pirates et corsaires britanniques volent au secours de leur capitale, la défendent coûte que coûte contre leurs envahisseurs sudistes. Ils finissent par gagner le conflit et les Espagnols abandonnent. Malheureusement, en 1692, un tremblement de terre va détruire complètement Port-Royal, va décimer ses occupants. Les Britanniques reconstruisent une ville par-dessus, Kingston, l'actuelle capitale de la Jamaïque. Tout ça pour dire que, à moins de 800 km² de distance, Nassau et Port-Royal constituent les points vitaux de la piraterie dans les Caraïbes. Ça donne une idée quand même de la densité extraordinaire de la piraterie présente dans ces eaux au XVIIe siècle. Et à peine 100 ans plus tard, dans l'océan Indien, c'est une nation entière de pirates qui se constitue sur le territoire de Madagascar. Ou tout du moins, c'est ce que raconte un certain Johnson dans les récits qu'il fait des plus fameux pirates de l'histoire. Il parle comme ça du capitaine Michon qui emmène son équipage jusqu'à l'île africaine pour y fonder une terre pour les siens. Un refuge paradisiaque pour des pirates qui rêvent de vivre une retraite paisible au milieu des cocotiers. Un endroit où ils peuvent dépenser leur butin difficilement acquis sans avoir à constamment surveiller leurs arrières, un lieu de repos et de paix qui va s'appeler Libertalia. C'est une société utopique. À sa tête, on retrouve un chef, Michon, qui est élu démocratiquement pour 3 ans et assisté d'un secrétaire d'État. Le peuple pirate est associé au peuple malgache pour élire par groupe de 10 des représentants à une assemblée constituante. L'Assemblée est alors chargée d'écrire l'ensemble des lois fondamentales de la société de Libertalia. Il faut quand même que vous vous rendiez bien compte, une telle organisation politique est quand même visionnaire et elle intervient bien avant les révolutions américaines et françaises. Chacun vit là-bas en harmonie. Les pirates y coulent des jours heureux aux côtés des locaux accueillants. Sauf qu'un jour, pour une raison qui échappe encore aux historiens, Libertalia est attaquée par des troupes terrestres malgaches. Les pirates, qui étaient davantage préparés à essuyer une offensive maritime, sont facilement battus et leur société idéale est tout simplement rayée de la carte. Alors quelques pirates vont réussir tout de même à s'enfuir, à regagner l'Europe et ils vont raconter leur fabuleuse épopée jusqu'à ce qu'elle arrive aux oreilles de notre Johnson. Le problème,
c'est qu'une telle histoire semble directement sortie d'un livre de légende, surtout que Johnson est très probablement le nom de plume du très célèbre Daniel Defoe, écrivain de Robinson Crusoe. Et lui, les histoires où un homme se crée sa propre société sur une île éloignée, ça il connaît. Il peut donc très bien l'avoir entièrement inventé, surtout que même si son talent nous offre un portrait merveilleusement idéaliste et aussi réaliste de Libertalia, aucune source fiable ne peut vraiment attester de son existence. La société idéale des pirates n'est peut-être finalement qu'une légende à 100%. Juste, petite parenthèse, Michonne, le nom qui est utilisé, est aussi le nom d'une des héroïnes de la série Walking Dead, vous savez. C'est peut-être pas un hasard. Revenons donc à la réalité, penchons-nous à la place sur le véritable quotidien de nos pirates. La première étape pour entrer dans leur rang, c'est signer un contrat. Le nouveau venu cautionne à l'avance la répartition des rôles à bord du navire, les modalités de partage du butin, les interdictions également auxquelles il est soumis et la teneur des compensations en cas de blessure ou d'infirmité. Une fois le contrat signé, il jure sur la Bible, ou à défaut sur une hache, il faut faire avec ce qu'on a. Et le voilà, membre de l'équipage. Une fois à bord, chacun prend sa place. Le capitaine, évidemment, est d'abord élu par l'équipage, ce qui semble juste et évident, puisque les pirates doivent ensuite entièrement se soumettre à son autorité pendant les combats. À ce moment-là, chacune de ces décisions tactiques est crucial et influe sur les tenants et aboutissants de la bataille. Les membres de l'équipage confient en fait assez littéralement leur vie à leur capitaine. Ensuite, c'est au tour du quartier-maître d'être élu. C'est le second du capitaine. Il sert de pont, c'est le cas de le dire, entre lui et les hommes du navire. C'est une sorte de représentant de l'équipage, si vous voulez, et son autorité est presque absolue. Les autres membres sont tous ensuite sur un même pied d'égalité puisque les abordages et l'utilisation de l'artillerie nécessitent un nombre d'hommes conséquent, les corvées quotidiennes s'en voient réduites. Nombreux, les pirates se répartissent plus facilement les tâches, ils passent donc moins de temps à entretenir les canons, à lustrer le parquet ou à laver le pont que des matelots de la marine traditionnelle. Pour référence, on compte en général 12 hommes sur un navire marchand de 10 tonneaux, c'est-à-dire un navire qui peut transporter 10 tonnes. Alors que sur un bateau d'abordage, on en compte 7 fois plus. Le capitaine peut se le permettre. Après tout, chez les pirates, il n'est pas question de salaire fixe ou de charge sociale, vous l'avez compris. C'est, encore une fois, pas de butin, pas de salaire. Pour ce qui est justement de la rémunération, c'est le contrat au tiers qui prône, ce qui signifie que le butin est partagé équitablement entre tous les hommes, à quelques exceptions près. Parfois, le capitaine, le quartier-maître ou le chirurgien peuvent en réclamer 2 parts plutôt qu'une. Il en va de même pour quelques autres spécialistes présents à bord. Chez les corsaires d'ailleurs, l'équipage comprend toujours un écrivain qui agit comme le garant des volontiers justement de l'amirauté. Lors des abordages, il appose directement sur les prises le sceau de l'amiral et veille ainsi à empêcher le pillage général.